Latte. Christophe Ondelatte. On présente souvent les victimes de viol sous la forme d'hommes ou de femmes fragiles. Or, celui dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui est un colosse. Un colosse de 100 kilos, rugbyman, fier, solide. Il révèle aujourd'hui dans un livre, Le colosse aux pieds d'argile, chez Michel Lafon, que quand il était enfant et adolescent, il a été violé par un homme de son village, dans les Landes. Ce colosse s'appelle Sébastien Bouey. Voici son histoire écrite avec Simon Veil, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. D'aussi loin que je me souvienne, mon enfance, enfin ma première enfance, a été heureuse. Avec ses épreuves, bien sûr, et ses difficultés, mais avec de l'affection. C'est ça qu'on retient. Mon père s'occupe des parcs-mètres de la ville de Dax. Et ma mère est agent d'entretien dans un lycée de la ville. 2 fonctionnaires. Au début, on habite dans un HLM à Dax, et ensuite dans un petit village, à 11 km, Tétieux, en face des arènes. Et voilà, je passe mon enfance à courir les bois, les champs, les mares, les ruisseaux, les étangs. La vie se déroule au rythme des réunions de famille, plus ou moins heureuses, parce que du côté de mon père petit, j'assiste à de ces bagarres. Mon père, ses frères, bim, bam. Aujourd'hui, je n'en garde que des images folkloriques, mais bon. Du côté de ma mère petit, il y a une figure tutélaire. Mamie André, émigrée du Nord vers les Landes, le matriarcat ch'ti. Elle a été caissière au PMU à Dax. Elle en a gardé une légère addiction au jeu. Alors quand on va la voir... Té, je t'ai pris ça au bureau de tabac. Un tac au tac. Tu le gratteras à la maison. Et là, j'ai un as au poisson. Elle est toujours de bonne humeur, mamie André. Une sorte de reine-mère qui trône dans les réunions de famille. Pour nous, c'est un point central. Parce que nos parents sont, disons, asymétriques. Ma mère, très maman poule, et mon père, peu démonstratif. C'est à elle qu'on fait les bisous le soir, jamais à lui. Lui, il m'a élevé non pas à la dure, mais à l'ancienne. Avec des gifles, dont certaines que j'ai sans doute méritées, et des coups de martinet. Je n'ai pas été plus maltraité que d'autres, mais disons que ça n'a pas créé des liens de confiance. D'autant que ma sœur, 4 ans de moins, elle, n'avait pas droit au martinet. Moi, si je voulais quelque chose, je devais le gagner. T'es va passer la tondeuse, t'es. On verra après. Alors qu'elle, elle obtenait tout sans effort. J'ai toujours eu le sentiment que rien ne m'était offert. J'en garde une certaine rancœur. Et en même temps, si je veux être honnête, comme j'ai appris très tôt à ne compter que sur moi, ça m'a aidé à surnager, plus tard. Bref, je me construis comme un rude gaillard du sud-ouest. Dur au mal, un brin retors, malin, mais généreux. Des qualités essentielles dans un domaine chez nous, le rugby. À 5 ans et demi, un cousin qui me voit trapu et vif m'amène tâter du ballon ovale à Saint-Paul-les-Dax. C'est une révélation. Et avec mamie André, le rugby devient ma seconde béquille. C'est celle qui m'aidera à rester debout. Plus tard. À 9 ans, comment dire, je suis déjà porté sur le sexe. Pourquoi ? Ma psy pense qu'un événement a pu influencer ma construction sexuelle. À 4 ans, j'ai été victime d'un exhibitionniste. J'étais dans ma poussette. Il m'a montré son sexe. Et c'est peut-être pour ça qu'à 9 ans, j'embrasse ma première copine à l'école. Jessica. Je suis un petit dragueur. C'est à cet âge à peu près que j'entre à la clique du village. La clique. C'est comme ça qu'on appelle la fanfare chez nous. J'y vais parce que, y a rien d'autre à faire, et parce que les copains y jouent. Au début, on me colle un clairon dans les mains. Et ensuite, vu mon coffre, un corps de chasse. La clique, c'est Criquet qui la dirige. C'est un cousin par alliance. C'est une sorte d'agent d'ambiance du village. Un type toujours de bonne humeur. Chez nous, on appelle ça une vedette. C'était une sacrée vedette. Criquet.
la clique pour moi. Dans ce monde traditionnel dans lequel je vis, qui est rude, festif, machiste, c'est à peu près la seule chose qui fasse appel à ma sensibilité, à autre chose qu'à ma virilité. Début août 1989, je vais avoir 11 ans, et à Tétieux, c'est la fête au village. Elle dure 4 jours, avec un programme immuable. Monument aux morts, défilé de la clique, ensuite course de vaches, repas champêtre, et bodega animé par Criquet. Et donc me voilà dans ma tenue blanche avec mon béret vert qui défile avec les autres au cordeau. Le soir venu, vers 23h, Criquet vient me voir. « Ça te dirait d'aller voir s'il y a du gibier au bois de Layette ?» Si ça me dit bien sûr. C'est un truc qu'on fait souvent le soir. Une sorte de tradition. On va dans un chemin forestier, on attend que ça se calme. Et là, on voit un lapin. Ou on entend un sanglier détalé. Ou plus rarement, on voit un chevreuil. J'y suis souvent allé avec Criquet. Mais ce soir-là, on va vers la voiture. « Dis donc, Sébastien, ton père m'a dit que tu étais bien monté, hein ?» Et là, j'esquive. Je fais comme si j'avais pas entendu. Comment mon père a-t-il pu lui parler de ça? On ne parle jamais de sexualité en famille. Quand on arrive dans le bois, je descends de la voiture et là, je vais faire pipi. Il arrive derrière moi. Il attrape mon sexe. Voyons voir si c'est vrai. Ce qu'il m'a dit ton père. Et là, il me masturbe. J'ai le souffle coupé. Mon souvenir, c'est une paralysie, une incapacité à penser, et donc à agir ou à réagir. En tout cas, ça me paraît long, très long, même si ça n'a sans doute duré qu'1 ou 2 minutes. C'est un secret entre nous, hein? Ce soir-là, je suis rentré, je n'ai rien dit. Je suis allé me coucher, et j'ai vécu la première de mes nuits blanches. Avec la clique, on répète dans les arènes. Et après, en général, on va boire un coup à Bugloz, au bar des Pèlerins. Mais à 11 ans pour y aller, il faut que je demande à mes parents. « Y a Criquet qui est avec vous ?»« Bon, si tu vas avec lui et que tu rentres avec lui, d'accord, hein ?» Et un soir, en rentrant de Bugloz, « T'es, on va aller voir s'il y a du gibier. » Immédiatement, j'ai la boule au ventre. Il arrête sa voiture dans le bois. Il éteint les phares. Je me souviens de la buée sur le pare-brise. Il me pose la main sur la cuisse. Je le repousse. Alors il se penche vers moi. Et il m'embrasse. Sa barbe qui pique. Le goût de la clope. Et là, il se penche plus bas. Il me fait une fellation. Je peux rien faire. Je suis comme un objet. Je suis comme les arbres autour. Et après, il me ramène à la maison, sans un mot. Et il va boire le café avec mes parents. Et moi, je vais aux toilettes. Et je vomis. Et ensuite, je vais dans la salle de bain. Je me passe un peu d'eau. Et je pleure face au miroir. Et ensuite, je vais les rejoindre à table. Et je ris aux blagues et aux histoires de Criquet. Si je ne suis pas joyeux, ils vont soupçonner quelque chose. Ces virées nocturnes au bois de Layette ont continué. Et progressivement, il m'a obligé à lui faire des fellations. Et après, toujours, c'est lui qui m'en faisait une. Et un jour, si j'avais dû mettre un mot là-dessus à l'époque, j'aurais peut-être employé l'expression « faire pipi du lait dans la bouche ». Enfin, un jour, ça m'est arrivé. À moi aussi. Et après, quand j'y arrivais pas, ça l'énervait. Alors moi, je pensais à une fille, pour abréger l'horreur. Mon village est devenu ma prison à ciel ouvert, dans lequel ma famille, mes copains, mes voisins sont comme des étrangers. Je crie à l'intérieur, mais ils n'entendent pas.
Ils continuent leur train-train. Et moi, j'ai peur. J'ai peur que d'autres copains du village aillent voir s'il y a du gibier et qu'ils nous surprennent. J'ai peur qu'ils pensent que je suis consentant. J'ai peur qu'ils me prennent pour un homosexuel. Un rugbyman, c'est pas pédé. Malheureusement, personne ne nous a jamais surpris. Et en classe, de moyen, je deviens passable. Et après, je glisse vers cancre. Je redouble ma 5e. On m'oriente vers une 4e techno. On me met avec ceux dont on ne sait pas quoi faire. Du coup, quand j'ai 13 ans, je me construis une image de tombeur. Pour compenser, pour rester un ado au-dessus de tout soupçon. L'été de mes 13 ans, à la fête de Tétieux, avec mon copain Mathieu, on a négocié de dormir sous la tente, dans le jardin. Et c'est là, un soir, que je connais ma première fois avec une fille. Une fille de 18 ans, mais je n'en ai pas profité. Hein. Je me suis dépêché de faire mon affaire. Et après, j'ai couru voir Criquet, et je lui ai dit « Ça y est, je l'ai fait, je suis pas pédé ». Je me suis révolté. J'ai bravé son emprise. Il me l'a bien fait payer. À 15 ans, je quitte l'école. Je ne finis même pas ma 4e. Je pars en apprentissage, un CAP de magasinier chez Destribats, le spécialiste de la pièce détachée auto et poids lourd, à Dax. Je veux travailler. Je veux devenir autonome le plus vite possible. J'y suis resté 22 ans. Avec le rugby, cet emploi m'a sauvé. Il m'a gardé en vie. C'est aussi à cette époque que mon père quitte la maison. Il nous abandonne. Et ma mère sombre dans la dépression et parfois l'alcool. Et moi? Moi je sombre aussi. On de la raconte, la suite de votre récit. J'ai maintenant 18 ans. Et je traîne dans un bar, à Dax. Et à l'autre bout du zinc, je m'aperçois que 3 gars parlent de moi et me dévisagent. Je comprends vite que ce sont des homosexuels. Ils me draguent. Je leur dis d'arrêter une fois, mais ils continuent. Alors j'y retourne et là, bam! Je casse 2 dents au premier. Et le nez et les lunettes du 2e. Et le 3e s'enfuit dans les toilettes, je le rattrape. Et bam, 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 je lui balance 3 coups de poing. Et je retourne finir ma bière, tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. Et là déboulent 4 policiers avec un chien. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais ils m'ont maté. Ils me draguaient. Mais enfin, on ne démonte pas 3 gars comme ça, juste pour un regard, pour un sourire. Alors pourquoi vous avez fait ça? Là, j'ai l'occasion de parler, de révéler les vraies raisons de ma fureur. Mais non, j'invoque la séparation de mes parents. Mon autre déviance, à cette époque, c'est l'alcool. Je prends des cuites depuis l'âge de 12 ans. Ricard, gin, shooter, bière, fort dans la bagarre, fort face à l'alcool. Il faut dire que chez nous, il y a une acceptation sociale de l'alcool. Un jeune rugbyman vient s'accouder au bar et commande des tournées d'alcool fort. C'est admis. Dans mes déviances à l'époque, il y a aussi le jeu. C'est Bébert, un copain de rugby, qui m'initie. À 22 ans, il me fait entrer pour la première fois dans un casino. Une sorte de maison close où les prostituées clignotent. La première fois, évidemment, je joue 50 francs et j'en gagne 100. Et après, j'y passe tous mes week-ends. Et bien entendu, j'y laisse des sommes importantes, bien au-delà de ma paye. Alors, je vends ma Peugeot 306 Turbo Diesel 40 000 francs. Et je les claque dans la semaine. Il a fallu que je me fasse interdire de casino pour m'en sortir. Je suis aussi accro au sexe. Je trompe toutes mes copines et toutes mes compagnes entre mes 14 ans et mes 35 ans. À cette époque, mon deuxième métier, c'est menteur. Et le rugby me fournit un nombre inépuisable d'ouvertures et de chances de conclure.
Oh, y a rien de romantique là-dedans, hein. Les rapports que j'ai avec les femmes sont bestiaux. Pas de préliminaire, une pénétration rapide, un besoin égoïste de domination, avec un goût appuyé pour la sodomie, que je pratique comme un acte punitif. Et après? Plus rien. On s'est pas dit grand-chose avant, on n'a plus rien à se dire après. Il m'arrive parfois d'enchaîner 2 rendez-vous entre midi et 2. Et celles qui s'attachent sont aussitôt rayées de ma liste. Tout ça m'emmène aux limites de l'effondrement nerveux et émotionnel. L'impression d'avoir la tête dans un sac plastique et de chercher de l'oxygène. Quant au rugby, même si ça a été une béquille essentielle, un compagnon de ma traversée en solitaire, ça a aussi été un terrain de déviance. Toujours plus fort, toujours plus dur, toujours plus mal. Le signe d'un besoin éperdu de reconnaissance. À 18 ans, je joue en Fédéral 1, la 3e division, à Saint-Paul-les-Dax. Je suis un combattant besogneux, infatigable. À l'époque, je suis 3e ligne. Je n'ai qu'une idée, exploser l'adversaire. Je ne cherche pas à développer un talent, une dextérité. Mon domaine, c'est le combat, le corps à corps. Et ça s'aggrave quand je deviens talonneur. Je me retrouve au centre de la première ligne, au cœur de la bagarre. À l'été 2005, j'ai 28 ans, et je rencontre Corinne, et ça colle. Je sens monter sans trop y prendre garde le picotement des sentiments. On est en vacances dans le sud de l'Espagne, et on s'est fait tatouer un Indalo, tous les deux, sur la cheville. Et on est sur l'autoroute en train de remonter vers la France. Et là, une grosse BMW nous percute par l'arrière. Corinne est gravement blessée. On passe une semaine côte à côte tous les deux à l'hôpital de Madrid. Et on sort de là amoureux. 2 ans plus tard, au pied de la Tour Eiffel, je m'agenouille. Corinne, est-ce que tu veux être ma femme? Et elle dit oui. Et on se fiance. Et naturellement, Criquet, qui n'a pas disparu du quotidien de ma famille, même s'il ne me touche plus depuis mes 16 ans, Criquet est là. Depuis quelque temps, j'ai du mal à supporter sa présence. Et je commence à le montrer publiquement. Un jour à la piscine, par exemple, à Souston, il se cogne la tête sur le rebord. Il aurait pu se tuer. Et moi, j'éclate de rire. Un rire libérateur, ostentatoire devant toute la famille. En juillet 2008, on se marie. Et pour Corinne, ses copines ont organisé un défilé de mode. Et qui retrouve-t-on déguisé en Geneviève de Fontenay? Criquet. Comme à son habitude, il faut qu'il se trouve au centre de toutes les attentions. Je reste souriant, mais ça me gâche ma joie. J'ai l'envie d'aller chercher un fusil et de lui tirer dessus devant tout le monde. Ça n'est pas arrivé, hein? Mais ça aurait pu. Ça fait des années que j'y pense. Après notre voyage de noces, mon oncle se marie. Et une fois de plus, Criquet est là. Et dans la soirée, il s'approche de moi. Dis Sébastien, est-ce que tu peux passer demain à la maison? Faut qu'on discute. Le lendemain, j'arrive chez lui. Il me regarde. Et voilà. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait. J'aurais jamais dû faire ça. C'est pas bien, j'espère que tu vas pas porter plainte. J'ai pas l'intention de porter plainte. Je veux plus en entendre parler. Mais tu me garantis que je suis seul. Ah oui. Oui, je te le promets. Tu es seul. Deux mois plus tard, j'ai organisé une fête pour mes 30 ans. Je rentre du travail. Je trouve Corinne en larmes. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire, Sébastien. Voilà, je voulais te faire la surprise, j'ai invité Mathieu, ton ami, à ton anniversaire. Il m'a dit qu'il viendrait à une seule condition. Il viendra que si Criquet n'est pas là. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il l'a violée, Sébastien.
T'as pas l'air étonné. Je noie le poisson une dernière fois. Je passe une nuit blanche, une de plus. Et le lendemain, moi aussi j'ai été violé par ce bâtard. Et là, elle me répond, eh bien moi j'ai subi des attouchements de mon grand-père. Et là je me dis, putain, ils vont tous la soutenir, et moi je vais me retrouver tout seul, à devoir me débrouiller. J'appelle mes parents. Vous pouvez venir à la maison pour 18 heures. Et les voilà, tous les quatre face à moi. Mon père et sa compagne, et ma mère et son compagnon. Voilà. Corinne a voulu me faire une surprise. Elle a invité samedi Mathieu à mon anniversaire. Mais il a dit qu'il venait que si Criquet ne venait pas. Parce que Criquet l'a violé. Eh bien moi je voulais vous dire que moi aussi, Criquet, il m'a violé. Ma mère éclate en sanglots. Et mon père veut prendre le fusil et lui régler son compte. Et, attendez, la victime ici c'est moi. C'est ma vie. Vous faites rien. C'est moi qui décide du timing. Et là, on discute. Et j'apprends que ma mère et mon père étaient au courant pour Mathieu. Tout le village était au courant. Je suis en furie. En furie. Et le lendemain, j'apprends que le troisième larron de notre bande, lui aussi, a subi des attouchements de la part de Criquet. 3 copains, 3 victimes. Et donc, j'ai poussé la porte de la gendarmerie. Bonjour, je viens pour porter plainte. Oui, bonjour. Et plainte pourquoi? Plainte pour viol. Et là, je vois les yeux du gendarme à l'accueil qui s'écarquillent. Il a en face de lui un rugbyman de 96 kilos en pleine forme. Comment s'imaginer qu'une masse de muscles puisse être la victime? Il doit se demander si je ne suis pas l'auteur. Je suis la victime, hein? Je suis reçu par un capitaine. Ça dure 2 heures. Et en sortant, je me sens bien. Et Mathieu décide à son tour de porter plainte. 4 ans plus tard, Criquet est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il a été libéré après 4 ans et 8 mois de prison. Sébastien, ça va? Mais c'est perturbant en fait. Qu'est-ce qui est perturbant? Mais d'entendre son histoire racontée comme ça, ouais, ça bouleverse. Ouais, vous êtes rentré dans l'émotion de votre propre récit. Exactement. C'est ouais. Un commentaire peut-être sur cette libération conditionnelle. Donc, il est condamné à 10 ans, il en fait en vérité à peu près la moitié, 4 ans et 8 mois. C'est la règle. Oui. Pour quelqu'un qui se comporte correctement en détention. Exactement. Vous l'acceptez? Oui, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre comparé à beaucoup de victimes qui n'ont pas de procès. Donc nous, on a eu ce procès, on a eu cette reconnaissance de la justice. Voilà, il a fait, c'est les règles, comme vous dites. Il a posé un pied en prison, il avait déjà 520 jours de remise de peine. Et à la moitié de ces 520 jours, il avait le droit de demander cette liberté. Et donc voilà, ça lui a été accordé. Ce qui est le plus gênant dans ça, c'est que pour sortir, il faut un métier. Et pendant le procès, on n'avait pas demandé le huis clos. Donc son patron de l'époque avait assisté à ce procès. Et donc il a entendu que ce Criquet avait violé Mathieu, avait violé Sébastien, avait fait subir des attouchements à la 3e victime, avait une relation homosexuelle suivie avec son frère, avait couché avec sa sœur. D'accord. Et malgré ça, il le rembauche et actuellement, apparemment, il bosse dans un camping sur le bassin d'Arcachon. Il n'habite plus à Tétieux. Il a interdiction d'être dans les Landes parce que c'est mon lieu de résidence. Ouais. Donc il est en Gironde, quelques kilomètres plus haut. Et il est apparemment dans un camping. Donc ça peut se poser des questions. Cet homme, vous qui l'avez vu au procès, il a reconnu les faits? Il assume ce qu'il vous a fait? Alors assumer, je pense pas. Il les a reconnus. J'ai l'image de son avocat qui lui donnait des coups de coude pour « excuse-toi, ça fait bien ». Donc il s'est excusé. Bon, moi, le pardon, les excuses, non, j'y crois pas. Bon, après, voilà, il a payé pour ce qu'il a fait. Maintenant, nous, on a été reconnus comme victimes.
Et Vous êtes sûr que vous n'êtes que 3 ? Enfin, en vérité, 2 sur le plan légal, puisque le 3e, les faits étaient prescrits. On a cherché d'autres victimes ? oui, la gendarmerie de Dax a fait un très bon travail. Ils ont ratissé très large. Tous les gamins qui étaient dans la clique de Tétieux. Tout le monde a été entendu. Tout le monde a été entendu. Je pense qu'il y a une 3e victime. Bon, elle n'a pas parlé parce que c'était une victime majeure à l'époque, qui est un autre cousin. Et bon, ça on peut pas savoir. On le saura peut-être plus tard, un jour. Là où il est aujourd'hui, les gens savent, à votre avis ? Aucune idée. Aucune idée. Ça... Bon, moi je vais faire peut-être un signalement dès que j'aurai le nom du camping, mais faire un signalement puisqu'il est au milieu de gamins, donc ça peut faire peur. Dans un camping, c'est un vivier d'enfants aussi, donc bon, voilà. Quelque chose que je n'ai pas dit par manque de temps, et j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus d'ailleurs, ce qui crée ce lien de confiance entre Criquet et votre famille, c'est que il était le compagnon de votre cousine. En plus. Et ce que vous avez découvert, c'est que votre cousine était au courant de tout. Exactement. Même pour moi, pour Mathieu, pour la 3e victime également. Moi, quand j'en ai parlé à mes parents en suivant, parce que Sophie, je la considérais comme ma sœur. Ce que vous n'avez pas dit non plus, c'est que quand ce Cricket m'a reçu chez lui, il y avait ma cousine. Et elle est partie à ce moment-là. Et elle savait à ce moment-là pourquoi je venais, moi. Et elle savait pourquoi Elle savait pourquoi je venais. Donc c'est un comportement, bien sûr, que je ne peux pas accepter. Et surtout, quand je suis rentré dans sa voiture pour lui annoncer ce que m'avait fait son mari, Sophie, ton homme m'a violé de 11 ans et demi à 16 ans. Elle n'était pas surprise. Oui, je savais. Et ça fait mal. C'est un coup de poignard que j'ai pris dans le dos. Un de plus, et un parmi tant d'autres, parce que quand on lâche cette bombe dans la famille, eh bien, des coups de poignard, on en prend quelques-uns. Et donc, ouais, ça a été douloureux. Ça a été une partie qui m'a fait beaucoup de mal. On parlait tout à l'heure de l'espèce d'omerta qu'il y a eu dans ce village autour du cas de Cricket, parce qu'en vérité, les gens savaient plus que vous ne le pensiez. Votre mère, depuis quand elle savait que Mathieu avait été violé par Cricket? Parce que là, on va plus profondément dans l'omerta. Depuis quand? Ma mère, on peut pas lui afficher ça, l'afficher d'omerta, parce que ma mère, elle était au courant. Ma sœur a été la première au courant pendant les fêtes de Dax. Autour du 15 août, moi j'étais en voyage de noces à l'île Maurice. Donc ils étaient au courant assez récemment? Quelques mois avant, donc août. Donc ils n'ont pas participé à l'omerta? Non, eux ils n'ont pas participé à l'omerta. Ma mère n'osait pas me poser la question, par peur, justement, que moi aussi. Et je la comprends, parce qu'entendre que tous les vendredis, elle me jetait dans la gueule du loup. Aujourd'hui, ils en sont encore traumatisés, mes parents. Ouais. Ils me font beaucoup de peine, d'ailleurs. Et parce qu'ils ne veulent pas se faire accompagner. Ma mère, elle a commencé juste. Mon père, il est toujours dans cette culpabilité. Il fait partie de l'association, donc je l'ai à mes côtés, souvent. Vous avez créé une association, hein, bien sûr, qui s'appelle Colosse au pied d'argile. Le nom du livre. Voilà. Et qui a pour but d'ouvrir la parole. Libérer la parole, dans la prévention, aider et accompagner les victimes, dans le milieu sportif, essentiellement, puisque bon, ma carrière m'a fait voir des choses. Et ça donne, aujourd'hui, avec tout ce qui sort dans le sport, justement, ça nous donne raison d'être sur ce champ-là, parce que ce sont des dizaines de gamins. C'est 8 200 000 licenciés de moins de 20 ans. Donc c'est un vivier d'enfants, et on l'a compris, qui dit enfant dit potentiellement prédateur ou prédatrice. Alors, on sent que vous avez fait un travail thérapeutique. Psychologue, psychanalyse? Psychologue. Psychologue. Que vous poursuivez aujourd'hui? Non, moi, qui a duré 3-4 séances après le procès. Oui. Mais moi, c'est vraiment le procès, le fait de le voir partir, me noter que c'est à ce moment-là que je suis passé d'un monde de haine à un monde apaisé. Vous disiez que la dernière fois que j'ai pleuré, c'était à 11 ans. Effectivement, après ce premier viol, j'ai pleuré face au miroir, j'avais 11 ans et demi. J'ai repleuré le 29 mai 2013. Et entre les deux, pas du tout. Entre les deux, quand j'ai perdu ma grand-mère, Mamie André, et quand j'ai perdu mon chien, pour vous dire, j'étais devenu insensible. Une anesthésie émotionnelle pendant 18 années, 22 années même. Alors on sent à la lecture de votre livre que vous avez fait un travail thérapeutique pour tenter d'expliquer a posteriori tout ce qui vous était arrivé dans votre adolescence, tout ce que vous appelez vos déviances. Est-ce que vous êtes certain que 100% de vos déviances sont dues à ça? Parce que à côté, on voit aussi dans l'histoire de votre famille, qui n'est pas extraordinaire, hein, non. Mais bon, il y a un petit sac à dos quand même. Oui. Vous devenez accro au jeu, et quand même la mamie. Oui, la mamie était accro au jeu. La mamie était accro au jeu aussi. C'est pas elle qui m'a mené au casino. Non. Non, elle, c'était les jeux à gratter et ses petits chevaux, voilà. Et puis, il y a quand même la culture locale qui favorise toutes ces déviances dont vous parlez. L'alcool, bien sûr, c'est complètement intégré dans la culture. C'est dans la culture. Après, on n'est pas tous alcooliques dans le sud-ouest, attention. Mais c'est vrai qu'on aime bien faire la fête. Quand on se retrouve, on boit de l'alcool, on mange beaucoup.
on est de bons vivants, mais moi, c'était au-delà. Moi, c'était sans limite. J'étais pas borderline. J'étais jusqu'au boutiste. Donc, moi, le but, c'était de m'auto-détruire. Le but, c'est d'être en coma éthylique, comme faisait Mathieu, comme faisait l'autre victime. Mais quand on vous trouvait sous comme un cochon, à vomir, est-ce qu'on vous demandait qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Non, parce qu'on revient dans les années 90, donc la pédophilie, on n'en parlait pas. Les signaux quand on voyait des enfants, on mettait ça sur la bête, sur le changement hormonal, sur la préadolescence. Mais à aucun moment on aurait imaginé qu'on pouvait être victime de violences sexuelles. Ça aussi, c'est dans la culture locale, c'est-à-dire un type qui se démate, comme on dit là-bas, complètement jusqu'à vomir. C'est le passage obligé d'une adolescence. Ça arrive. Chez les rugbymen. Ça arrive, effectivement. Mais quand il y a la récurrence, quand c'est tous les week-ends, ou dès qu'on sort, des fois c'était du jeudi au dimanche, où on se mettait minable, voilà, c'est qu'il y a un problème quand même. La culture de la violence dans le rugby aussi, elle existe. C'est-à-dire le côté bourrique. J'y vais, je fonce, je démolis, je renverse. Bien sûr. Il y a le mythe de celui qui renverse l'armoire du vestiaire avec la tête. Exactement. Avant le match. Oui. Et donc là aussi, vous êtes très violent, mais ça ne peut pas être repéré parce que c'est dans la culture. Exactement, ça passait inaperçu, sauf que là c'est pareil, ça passait inaperçu sur le terrain, sauf que quand on était en dehors du terrain, sur ces sorties, on se battait comme des chiffonniers. Moi ça m'a coûté cher, il y en a qui ont perdu des yeux, un œil, des dents. De vos coups à vous. Mais bien sûr, on n'avait pas de limite, c'est-à-dire qu'il fallait nous arrêter, il fallait nous sortir, nous sauter dessus pour qu'on s'arrête. On avait cette haine en nous, inexplicable. Quand vous dites nous, c'est Mathieu et vous? Mathieu, moi et la troisième aussi, on était les trois assez virulents. La même haine, le même mécanisme, que n'avaient pas les autres. Si, Mathieu, oui. La troisième, lui, il était introverti. Oui. Il était plus introverti, c'était le plus calme, mais un faux calme, en fait. Et quand ça pétait, ça pétait dans tous les sens. La capacité que vous trouvez à un moment, après votre mariage, de parler, est-ce qu'elle a à voir avec l'époque, avec la libération de la parole qu'il y a depuis quelques années? Non, on n'était pas à ce stade-là encore. On commençait à parler de pédophilie, on commençait à parler, il y avait quelques articles, quelques médias qui s'emparaient du sujet, mais on n'était pas à ce stade-là dans lequel on est aujourd'hui. C'était encore tabou, je vous en cache pas. Même moi, j'ai essuyé de ces réflexions de ma propre famille. Quand j'ai parlé, on était en 2008. C'est pas le Moyen-Âge, 2008. Non, c'est pas vieux. C'est pas vieux. C'est vieux. Hier. Et déjà, il était assez convenu en 2008 que la pédophilie, c'était pas bien quand même. Ne faisons pas mine de découvrir que c'est aujourd'hui. Effectivement. Ouais, quand même. Mais moi, j'ai essuyé des réflexions. T'as tenu 20 ans, pourquoi t'en parles maintenant? Tu vas pas porter plainte pour le nom de la famille quand même. Enfin, c'est des choses quand t'es victime, que t'arrives à libérer ta parole enfin. Et parce que moi j'y suis allé franco comme sur le terrain. J'ai mis en face à moi mes 12 oncles et tantes, je leur ai dit ce qui s'est passé. J'ai après mis mes 18 cousins et cousines face à moi. Je leur ai expliqué tout ce qui s'est passé et posez-moi toutes les questions, je répondrai sans filtre. Et n'allez rien inventer. Mais alors là, c'est là où j'ai commencé, je m'en suis voulu d'avoir parlé même. J'ai regretté d'avoir parlé. Oui, parce que après le moment où vous parlez, et jusqu'au procès, et même d'ailleurs un peu après le procès, vous continuez à partir en vrille. Ouais, jusqu'au procès en fait. Ça n'arrête pas la chute. Non. Bon, après c'était plus modéré quand même, mais quand je pétais les plombs, En fait, je ne parlais pas avant, je gardais tout pour moi. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le contexte particulier de ce village près de Dax qui est Étieux, cette culture, vous le dites vous, avec beaucoup de franchise, très machiste, très... le plus dur, est-ce que c'est pas de dire j'ai été violé par un homme, c'est-à-dire je me suis trouvé adolescent, nu, avec un homme, dans la voiture ou dans le bois? Bien sûr, il y a le regard de tous ces villages qui sont arriérés pour certains. C'est pas germinal, attention. Oui. Mais on est dans des mentalités qui sont assez anciennes et figées dans le temps presque. Ils vivent pas avec leur temps sur des thématiques comme celle-ci. Et effectivement, le regard des autres, il y en a sûrement qui ont émis le doute. Que ce soit vrai. Voilà, où il était demandeur. Ce qui a été dit pendant le procès. Oui, mais ils étaient demandeurs tous quand même. Et voilà, ce qu'on peut entendre. Donc voilà, il faut s'armer par rapport à ça. Et
Et bon, aujourd'hui, voilà, j'ai fait mes preuves, j'ai plus rien à prouver par rapport à ça. Et puis évidemment, il y a quelque chose qui est intéressant au moment où vous décidez de porter plainte, c'est le regard de ce gendarme, qui est en fait le même, pour être très honnête, que celui que moi je peux avoir quand je vous vois. C'est-à-dire que, et on ne se fait pas d'une victime l'idée du physique que vous avez. Vous êtes un nounours, et on ne peut pas imaginer qu'on vous ait imposé quelque chose. Bien sûr. C'est la crainte qu'avait mon avocat, Fred Launay, qui est devenu mon parrain aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est un pilier dans ma résilience. Sa crainte, c'est qu'on soit jugé avec l'image qu'on avait aujourd'hui au procès. Donc un 82 sans plombe, Mathieu il était pareil. Et c'est pour ça qu'il a insisté sur le fait, vous voyez l'enfant à 11 ans et demi, ne voyez pas Sébastien Boye aujourd'hui à 34 ans. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivé en gendarmerie, parce que je venais de sortir de Pro D2, je jouais à Dax. Et bon, le gendarme, quand il m'a vu, il était étonné, quoi. Il peut c'est pas possible. Ouais, non, mais je comprends. Après, voilà. Ce qui amène évidemment à poser la question de ce qui se passe dans le rugby, parce que ça tombe sport par sport en ce moment. Le rugby, pour l'instant, il s'est pas trop passé grand-chose. Il s'en passe comme tous les autres sports. Autant. Ouais, bah peut-être pas autant, parce que là, les sports qui sont plus touchés quand même, c'est des sports assez individuels, où les enfants sont pas mal dénudés aussi, peu vêtus plutôt. Mais dans le rugby, comme dans tous les sports, il y a des problèmes. Donc le rugby n'est pas épargné par ce fléau. Et il est prêt, vous pensez, à lever l'omerta ? Bien sûr, mais on le fait. C'est la première fédé qui est signée avec nous depuis donc 2013, 2014 exactement. Donc vous allez dans les clubs ? Oui. Et vous dites quoi ? Tout part de mon témoignage en fait. Bon, après, il y avait des mots adaptés par rapport à la tranche d'âge d'enfant qu'on a en face, mais je leur dis que voilà, il y a un adulte. Si je suis sur les plus petits, il y a un monsieur qui m'a touché le zizi et c'est interdit. Et ce monsieur, il est parti en prison. Donc il faut savoir dire non. Il faut savoir si c'est un secret qui te rend malheureux, le dire à ta personne de confiance au sein du club. Et après, par tranche d'âge, voilà, on évolue dans le vocabulaire. Mon témoignage a un pouvoir libérateur immédiat. C'est ce qu'il faut entendre, c'est ce qu'il faut retenir. C'est que ça fait 7 ans que je suis sur le terrain. Il n'y a pas eu une fois lors de mes interventions où je n'ai pas eu de victime en face de moi. Qui vous l'ont dit ? Qui me l'ont dit. Ça, c'est la réalité du terrain. Il y a beaucoup de médias qui m'ont suivi, qui l'ont constaté. On n'en revient pas, en fait. Et tant mieux, c'est pour ça qu'on multiplie les actions sur le terrain, qu'on multiplie les colosses dans l'association pour aller libérer la parole de la victime. L'année dernière, pour vous donner un exemple, on a fait 300 interventions, c'est minimum 2 victimes libérées par intervention. 600 personnes. 600 personnes. Si on compte les victimes de violences sexuelles, on multiplie par 5. Là, vous parlez que de viol à la base. Là, on parle d'agression sexuelle, d'attouchement ou de viol. Votre livre est formidable, il s'appelle Le Colosse aux pieds d'argile, il est à lire aux éditions Michel Lafon, il est signé Sébastien Boye. Merci. Merci à vous infiniment. Adi Schatz. Adi Schatz. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.